Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par HMI MBS. Aujourd'hui, nous allons parler vision et précision. Pour ce faire, je reçois Ghislain Sansopart. Bonjour Ghislain. Bonjour Nicolas. Très rapide présentation HMI MBS. Donc HMI MBS est une entreprise qui a un peu plus de 20 ans, qui commercialise 4 familles de produits, des robots mobiles MIR, les cobots UR, c'est l'objet de ce webinaire aujourd'hui, des systèmes de cerclage ergonomique de palettes et des systèmes de stockage verticaux. L'année dernière, nous avons réalisé un chiffre d'affaires d'un peu plus de 14 millions d'euros et nous sommes plus d'une quarantaine de collaborateurs. Je vais me présenter. Donc, je suis Nicolas Bouet, directeur général de la société HMI MBS. Je vous laisse vous présenter. Ghislain Barbe, donc ingénieur optique et vision au service support Sensopart France. Très bien. Sensopart, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette société? Ouais. Sensopart, c'est une société allemande, donc concepteur et fabricant de capteurs optiques et de vision depuis maintenant quasi 30 ans. Finalement, on s'est démarqué par une politique d'innovation et de rendre aussi accessible la vision. Donc ça passe aussi par une large gamme de capteurs de vision, la plus large sur le marché. Globalement, c'est une présence aussi à l'international, donc avec un ensemble de filiales, dont la filiale française dont je fais partie. Vos domaines d'activité sont lesquels vous travaillez dans quel type d'activité, quel type d'industrie aujourd'hui? Et bien finalement, là où il y a de l'automatisation, donc globalement dans l'industrie, et ben finalement on peut intervenir. Que ce soit l'automobile, l'agronomie, la cosmétique, le pharmaceutique, la logistique, et j'en oublie bien d'autres. On peut intervenir et intégrer nos capteurs. Sachant qu'effectivement, en Sensopart, on va parler vision, mais c'est pas que de la vision en fait. C'est aussi de l'optique. C'est D'accord. aussi de l'optique pour la détection de la mesure via cellule optique. Très bien. Et donc, dans le domaine de la vision, quelles sont les applications types? C'est ce qu'on voit sur le slide. Est-ce que ça peut nous dire plus? Bah, finalement, les applications, elles sont liées à nos produits. La gamme générale chez Sensopart de capteurs de vision, ça s'appelle la gamme Visor. Et après, on va l'adapter en fonction du besoin, avec plusieurs types. La partie code reader pour de la lecture OCR, data matrix, code à barre, ou bien aussi la partie objet pour de la détection, que cela passe par la mesure, ou encore du contrôle avec un outil blob par exemple, et puis la partie classification avec intelligence artificielle. On a aussi notre partie robotique, viseur robotique, donc ça sera le sujet de la présentation d'aujourd'hui. Et l'ensemble peut être compris aussi dans un seul boîtier, qui s'appelle le boîtier All-Round, qui va intégrer l'ensemble de nos outils. D'accord. Très bien. Au niveau donc de l'application viseur robotique, du coup, dans quel type d'application on a avec les robots? Ben finalement, encore une fois, là où il y a un robot, on peut intégrer un viseur robotique. Que ce soit pour la dépalettisation, du pick and place, on peut faire aussi des actions de contrôle, des parties assemblage, de la partie vissage, puis après, là où il y a de la créativité en robotique, il y a du viseur robotique. D'accord. Parce que je sais que par exemple, on distribue aussi des systèmes flexibles, donc qui permettent de mettre des pièces en 2D et ensuite avec une caméra. Et on a déjà exploité du viseur pour faire du braquage 2D, comme vous le stipulez. Dans votre système, ça fonctionne très très bien. C'est ça, c'est adapté. Très bien. Et donc, lorsqu'on parle de viseur robotique, il existe différents types de boîtiers, différents types de solutions. Les solutions, finalement, elles sont adaptées en fonction du cahier des charges client. De ce cahier des charges, donc on va poser les questions notamment de l'environnement, qu'est-ce qu'on va détecter, à quelle distance, et de là, nous, on va réaliser une faisabilité pour définir le bon matériel. Finalement, cette faisabilité, elle va nous permettre quoi? Elle va nous permettre de définir le bon capteur. Comment est-ce qu'on va éclairer? Est-ce qu'on va passer par l'éclairage intégré de la caméra sur le boîtier tout en un, ou bien par un éclairage déporté? Donc on va éclairer en blanc, en rouge, en infrarouge ou en ultraviolet en fonction du besoin. Derrière, est-ce qu'on va travailler en monochrome, donc en niveau de gris, ou bien en caméra couleur? Donc ça, encore une fois, c'est à la carte. C'est une boîte à outils, finalement, le viseur, et on va sélectionner ce qu'on a besoin. Derrière, il va y avoir la notion de précision de l'application. Ça, c'est le client qui connaît, qui nous soumet son besoin, et derrière, on va orienter sur la gamme V10, V20, V50. Ça, c'est la dénomination chez nous. Mais en pratique, c'est est-ce qu'on va être autour de 0,5 mégapixels par rapport à ce qu'on veut faire, ou bien on va ouvrir sur du 5 mégapixels, notre plus grosse résolution. Ça va dépendre d'une part de la taille du champ, si on veut trouver des pièces sur un plan, par exemple, et aussi sur la taille des pièces pour réussir à bien trouver les pièces en fait en termes de résolution. Et la précision attendue derrière pour la partie action. D'accord. Et après, on utilise encore deux versions différentes, une fois qu'on a défini le hardware, entre guillemets. Je reprécise juste, donc pour le hardware, donc on a effectivement le module caméra qui est relié au robot par un câble Ethernet, il y a juste ça, et une alimentation. C'est ça, une alimentation avec les protocoles qui sont tous les mêmes, quel que soit le produit que vous sélectionnez. Soit on peut fonctionner par les sorties Tor, donc au niveau filaire, soit avec les protocoles de communication, Profinet, Ethernet IP, ou Ethernet TCP. D'accord. Là, dans le cas présent, sur notre application, on est en liaison Ethernet. D'accord.
Donc on a dit qu'on avait ensuite deux versions, une version avancée et une version professionnelle. C'est ça. Une fois qu'on a cette belle image qui est avec l'adaptation par rapport au cahier des charges, on va définir quel outil est-ce qu'on va utiliser et comment est-ce qu'on va implanter la caméra. C'est là où on va dire on va passer sur une gamme avancée ou bien professionnelle. Finalement, la question à se poser, c'est où est-ce que va être implanté le capteur? Est-ce qu'il va être en statique, donc en position fixe, ou bien est-ce qu'on va l'embarquer sur le bras du robot, donc dans la partie plus orientée professionnelle? Finalement, la vraie différence, c'est ça pour la partie robotique, ça va être de dire, je fais une calibration, on va dire, avec contact, on fait une première image d'une mire qui est connue, et derrière, on déplace le robot à des emplacements connus par la caméra pour définir le plan de travail, le plan de mesure. Ou bien, on peut faire quelque chose de plus automatisé. On embarque le capteur sur le bras du robot, par exemple, et ensuite, on va venir faire un ensemble d'images avec un mouvement du robot. La caméra sait où est placé le robot par un envoi de trame, et cet envoi de trame permet de nous définir notamment l'espace de travail dans lequel on va interagir pour retourner les coordonnées dans l'espace du robot. D'accord. Je sais qu'on a eu des applications, effectivement, où le but de la caméra, c'est de localiser des pièces, c'est-à-dire de chercher des pièces posées sur un plan. Le fait de l'embarquer, ça nous ralentissait les temps de cycle, parce qu'en fait, à chaque fois, le robot devait se repositionner pour reprendre une photo, contrairement à l'application où la caméra est fixe, et là, on est capable de prendre une photo en temps masqué, entre guillemets, pendant que le robot fait une autre action. Mais finalement, quand on place la caméra en statique, on a souvent une distance de travail plus importante. Il faut que le robot puisse passer sous la caméra pour venir, par exemple, récupérer un produit. Alors que quand on embarque le capteur sur le bras du robot, on peut se rapprocher du produit et donc augmenter la précision. Et là, voilà, avoir plus de détails et donc plus de précision par la suite. À chaque fois, avantage, inconvénient. C'est ça, question de compromis. D'accord. Donc au niveau de SensoPart, vous avez fait le choix de développer une solution URCAPS pour être intégré à l'écosystème UR. Je rappelle que UR, c'est un des gros atouts, c'est qu'aujourd'hui, il existe plein d'accessoires plug and produce qui permettent en fait au robot de rajouter, de compléter ses fonctions avec ces accessoires d'une façon très simple. C'est-à-dire qu'on vient monter l'accessoire mécaniquement sur le robot, on vient relier l'accessoire au robot, et ensuite en fait on rajoute un plugin, ce qu'on appelle l'URCAPS, un petit module logiciel, qui permet ensuite d'exploiter cet accessoire très facilement à travers le Teach Pendant. Et donc vous êtes rentré dans cette philosophie aussi. Exactement. Une fois qu'on a donné les yeux au robot via le viseur, via notre capteur de vision, finalement il faut sélectionner le robot. Et c'est là où HMI MBS, avec la solution des robots Universal Robot, va pouvoir intégrer la capsule URCAPS qui a été développée par nous-mêmes, SensoPart, et qui va permettre de faciliter la partie connexion, la partie interfaçage, avec des étapes guidées, étape par étape. Et ça, directement sur le Teach Pendant du robot. C'est ça. Ce qu'on verra par la suite, c'est que finalement, je ne vais même pas connecter mon PC pour régler ma caméra. Une fois que c'est fait une première fois, tout va se passer au niveau du pendant du robot. D'accord. Et donc, on a donc un accompagnement étape par étape. Et en plus, je vois que vous avez complété la solution avec des QR codes. C'est ça. Les QR codes, ça va être pour guider l'utilisateur, le roboticien par exemple, pour faire son interfaçage. Et les QR codes vont nous guider vers des tutoriels vidéo. On a aussi toute une partie documentaire plus en papier. Donc après, en fonction des préférences de chacun, on a la possibilité d'être guidé. C'est vrai que depuis le Covid, le QR code, c'est quelque chose où on est tous facilement, on exploite cet outil en plus. Donc là, j'imagine, le roboticien est en train de développer sa solution, il arrive à une étape, il sait pas trop comment faire, il prend son téléphone portable, flash le QR code directement sur le Teach Pendant, et il a accès à des vidéos tutoriels pour l'aider. C'est ça, des tutoriels assez simples et explicatifs en fonction de ce qu'on veut faire. Et puis si jamais il y a besoin de plus d'explications, si la personne a son téléphone dans la main, à ce moment-là, il peut tout à fait nous appeler pour qu'on puisse accompagner. Naturellement. Ça, c'est naturel. Voilà. Donc là, on a la partie finalement URCAPS qui va nous offrir donc un interfaçage entre le robot et le viseur. Et ça, et aussi une partie calibration. C'est-à-dire que la calibration, on va pas avoir besoin de se connecter au viseur. Finalement, on va directement le faire sur le pendant, avec guidé étape par étape. On va dire quoi faire et pourquoi est-ce qu'on le fait. C'est ce qu'on verra par là. Lorsqu'on met en œuvre une caméra, toujours lorsqu'elle est embarquée ou même pas embarquée, il y a toujours donc une étape de calibration. C'est ça. L'objet de la calibration, c'est quoi? Finalement, c'est de dire mon image que je vais réaliser avec ma caméra, où je vais détecter un produit, finalement, où est-ce qu'elle est placée dans le repère du robot, pour que le robot puisse se déplacer à l'emplacement connu. D'accord, donc cette calibration, ça permet de définir la position de l'image par rapport au repère du robot. C'est ça, la position du produit qui a été vu par la caméra. En fait, le lien entre les deux. C'est ça. D'accord. Et c'est une étape aujourd'hui qui se fait donc très simplement, toujours sur le tige du robot. Voilà, toujours sur le tige du robot, que ce soit sur la gamme avancée ou professionnelle avec la calibration par plaque de calibration, ou bien donc avec contact, ou bien avec la calibration Endai ou Basai. À ce moment-là, on va le faire directement sur le pendant et de manière guidée. Ça, c'est l'avantage du URCAP. D'accord. Donc,
globalement, ce qu'on va faire, c'est toujours la même chose. C'est la même chose qu'on aurait pu faire directement sur notre PC, sur le viseur, et finalement, on peut le faire de manière plus simplifiée et guidée sur le Tichepend. D'accord. Et donc là, ça permet d'une part de localiser les pièces, et vous avez une deuxième fonctionnalité qui est, je trouve, très très intéressante, qui est le Target Mark 3D. C'est ça. Une fois qu'on a calibré, une fois que finalement le robot sait où est le produit dans son espace, grâce à la caméra, à ce moment-là, on peut très bien, on a récupéré notre produit, on va se déplacer dans une deuxième zone, parce que ça, par exemple, c'est un des avantages de la calibration Hendai, c'est qu'on va calibrer dans un espace et on va pouvoir travailler dans différentes scènes voilà, tant qu'on conserve la partie à distance de travail. D'accord. Donc à ce moment-là, on va avoir notre target mark qui va être un moyen d'identifier une zone. Imaginons, on a un insert, on a déplacé notre robot sur une deuxième machine. On va avoir des décalages, parce que le repositionnement mécanique, ben voilà, on sait très bien que ça peut bouger un petit peu. À ce moment-là, on peut emmener la caméra qui va flasher le target mark. Le target mark qui va renvoyer une information dans les 6 axes de liberté. Et à ce moment-là, on va pouvoir faire un décalage via offset. C'est-à-dire que on va avoir appris une position de base entre mon target mark et mon point de pause, par exemple. Et puis dans un deuxième temps, quand je vais venir flasher, je vais me remarquer qu'il y a eu un décalage par rapport à l'information renvoyée par le target mark. Et derrière, on va pouvoir faire notre décalage, notre gestion des offsets dans une deuxième zone. Voilà. Donc là, typiquement, je pense à une application qui est assez commune aujourd'hui, c'est le chargement, déchargement de machines-outils. Donc le matin, j'exploite ma machine pour charger un centre d'usinage. Le robot, donc target mark sur le centre d'usinage, le robot va le voir, il va pouvoir du coup se remettre en configuration et en repère par rapport à la machine sur laquelle il est présent. L'après-midi, pied mobile, je déplace le robot et je le mets sur un tour à commande numérique. Pareil, je reflash le target mark et ça nous permet aussi de recaler en fait le robot. Mais il y a une autre fonction, je crois, qui est possible avec le target mark. Le target mark, finalement, il a une notion de normé. Cette cible-là, elle est propre et unique. Elle renvoie un ID, un identifiant pour le produit. Donc je peux très bien avoir la fonctionnalité de repositionnement en récupérant les coordonnées du target mark, mais aussi l'information de où est-ce que je suis placé dans l'espace. Est-ce que je suis sur ma machine 1, ma machine 2, ma machine 3, et ainsi de suite. Et après, derrière, on peut faire les routines qu'on veut au niveau du robot, et aussi au niveau du viseur, en chargeant l'ensemble de programmes. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, j'amène mon robot donc, sur son pied mobile face à la machine-outil, le robot sait que le target mark a un nombre à donner, il va lire le target mark, il identifie la machine, il charge le programme qui est en liaison avec cette machine-là, automatiquement, et après il fait son cycle de chargement. Changement de programme et lancement de la routine qui est adaptée en fonction de la machine sur laquelle on est. Je rebondis d'ailleurs sur ce sujet machine tending ou chargement, déchargement de machine-outil. Il faut savoir que le 15 juin, Universal Robot, et je vous vraiment nous inscrire, ça va être très intéressant de participer. Universal Robot organise un webinar concernant le chargement, déchargement de machine le 15 juin. Donc n'hésitez pas, il y a beaucoup de communication sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous inscrire pour participer à ce webinar. Et vous verrez vraiment l'intérêt d'Universal Robot pour le chargement, déchargement de machines-outils. Et entre autres, avec des outils tels que SensoPark le propose, ça facilite encore plus le déploiement et la flexibilité d'utilisation. Donc on est emprunt dans l'esprit usine du futur avec la flexibilité. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à la démonstration. On a beaucoup, je pense, présenté les choses. C'est ça, on a vu la théorie. Donc là, l'idée, donc vous allez nous montrer en première étape une calibration, et ensuite une application. On vient prendre une pièce non définie en position, repérée grâce à la caméra, et que vous allez déposer sur l'équivalent d'une machine-outil avec un target mark. C'est ça. C'est ça l'application que vous allez nous montrer. Compris. Eh bien, allons-y. Je vous laisse passer du côté robot. Donc on se retrouve sur notre application robot, donc sur une table, où on remarque qu'on a la présence donc de notre viseur embarqué sur le bras du robot, toute une partie câblage donc pour l'alimentation et la communication. Derrière, on a un support mécanique qui est normé, qui est finalement adapté pour les robots UR. Et puis, on a la présence donc du pendant juste derrière que vous avez à l'écran, qui va nous permettre de voir un peu où est-ce qu'on est placé. Donc lorsqu'on commande le matériel, il y a le support mécanique qui est prévu, les câbles et tous les éléments. Là, sur la configuration, finalement, nous, on vous accompagne, dire quoi utiliser pour quel type d'application. D'accord, très bien. Derrière, on va utiliser, du coup, dans la première étape, une plaque de calibration pour pouvoir calibrer notre espace. Cette plaque de calibration, elle va venir être scannée, en quelque sorte, pour définir notre plan de mesure. Imaginons, dans les ateliers d'HMI MBS, il y a eu une préconfiguration avec la création d'un programme, une application. La machine a été importée chez le client, donc on reçoit le système. La caméra a été démontée pour le transport, faciliter le transport. À ce moment-là, on va réinstaller la caméra, vérifier la connexion et réaliser de nouveau une calibration pour être le plus précis. De cette manière, on va se retrouver sur le pendant.
Le pendant robot, en pratique, dans un premier temps, on va retrouver cette interface. Ça, c'est l'interface URCAP qui a été développée par Sensopar. Ce qui va se passer, c'est qu'on va venir définir déjà notre caméra pour l'appairer. Donc à ce moment-là, on a notre caméra qui s'affiche à l'écran, on voit qu'elle a été connectée, elle a été reconnue. C'est vrai qu'en préparation de notre intervention d'aujourd'hui, on s'est quand même permis de connecter la caméra. Donc là, notre caméra est reconnue, on est bien connecté, on est en vert, donc à ce moment-là, on peut passer à la phase de calibration. Si on souhaite vérifier, on passe à la deuxième étape, calibration. La calibration, donc les roboticiens d'HMI MBS ont déjà réalisé la calibration dans leurs locaux, et à ce moment-là, on passe maintenant sur un réapprentissage de cette calibration. Ici, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est dire finalement quelle caméra on va utiliser, parce qu'on a la possibilité d'aller jusqu'à 8 caméras sur une même application. Donc quelle caméra on utilise pour quel programme pour notre calibration. Finalement, on définit tout notre ensemble, la taille de notre plaque de calibration. Une fois que cela a été réalisé, on va apprendre un point de prise image. Le point de prise image, c'est ce qui va être conservé tout au long de l'application, qui comporte la distance caméra à mon espace de travail, ce qui devra être conservé si je vais travailler dans une deuxième, une troisième, une quatrième zone. Donc là, je vais me déplacer à l'emplacement de prise image. Donc finalement, on a le message disant mon robot est bien positionné au bon endroit. Ensuite, avec un ensemble de 9 images à des emplacements donnés, je vais venir scanner mon espace de travail, donc ma plaque de calibration, comme ce qui est illustré sur la partie droite de l'écran, et à ce moment-là, je vais pouvoir définir mon plan de mesure. Donc cette plaque de calibration, c'est pareil, elle est fournie dans le kit lorsqu'on achète la caméra. C'est ça. La plaque de calibration, elle est normée, elle est fournie avec l'ensemble. Donc ici, j'ai mes 9 points. On avait déjà réalisé une application quand on était chez HMI. Maintenant, on passe sur la partie réapprentissage. Donc là, on va lancer la routine et on peut tout à fait, au cours du temps, visualiser l'image. C'est ce qu'on a sur l'écran en bas à droite. Et ça, c'est réellement sur le Teach, on est bien d'accord. Là, j'ai pas connecté mon PC, il est dans mon sac à côté. Il n'y a aucune connexion à la caméra. Donc là, on va venir scanner le plan avec un ensemble de 9 images où on va mettre de l'angle sur la caméra grâce au bras du robot pour pouvoir vraiment avoir une calibration précise. Donc une fois que cela a été réalisé, quand on revient sur le bras du robot, sur le pendant du robot, à ce moment-là, on a le verdict. Et on voit que tous les voyants sont au vert, on peut commencer notre application. Très bien. Donc ici, on clique sur finaliser, la calibration a été réapprise, et je vais dans mon programme. Le programme qui a été du coup développé par le roboticien. À ce moment-là, je peux enlever ma plaque de calibration, c'est fini, je peux commencer à travailler maintenant. Je prends mon produit, ici on est sur un capteur qu'on va venir détecter, qu'on va placer dans l'espace, dans le champ de vue, de manière aléatoire, et la position va être reconnue. Donc là, on va lancer le programme robot. Dans un premier temps, je vais replacer mon robot à mon point de prise image, pour lancer ma routine. Ensuite, je lance mon programme, on va avoir la visualisation juste ici, on va flasher notre produit, venir le piquer, on le récupère dans le bras avec la pince, et le repositionner sur ma plaque de calibration. On a une routine qui est en boucle, donc à ce moment-là, on va venir rechercher le produit, le replacer à un deuxième endroit. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant déplacer ma plaque insert, sans bouger mon produit. Ça voudrait dire qu'on a un peu déplacé la machine. C'est ça, on a eu un mouvement. À ce moment-là, si le target mark est dans le champ de vue, il va être reconnu, et on voit que le robot va jouer sur ses axes. Donc là, vous travaillez que sur du X et du Y? Là, on n'est que sur du X et du Y. On est en 2D, on est dans le plan. Là, j'ai redéplacé ma plaque de calibration. À ce moment-là, je suis au bon endroit. Maintenant, je me dis, mon produit, il a un petit peu de variation. Je vais le déplacer. Et ma plaque finalement, mon insert, il a pris de l'angle. Deux actions particulières. Donc là, on a le scan du target mark. On vient poser avec le bon angle. C'est fabuleux, parce qu'en fait, quelle que soit l'orientation X, Y et Z, RX, Y, RZ, il va quand même retrouver la pièce. Exactement. En gérant les angles. Et même le temps de traitement, je suis assez surpris de la vitesse en fait, de traitement du... On a mis de temporisation sur l'application. Ah bon, en plus? Et en plus, ouais, pour qu'on puisse voir quand même à l'image. Et ainsi de suite. Ah oui, c'est effectivement très très efficace. Voilà. Donc d'un côté, on peut imaginer, toujours j'essaie de me projeter par rapport à une application client,
Donc une table qui est liée au robot qui se déplace donc, sur un élément mobile. On approche d'une machine outil. Sur cette table, on vient poser des pièces, je ne vais pas dire n'importe comment, mais pas avec une position précise. Oui. La caméra localise les brutes. Et avec le tag en fait, de l'autre côté, ça vous permet de localiser la machine outil, prendre le brut, le poser dans la machine outil, récupérer la pièce usinée pour la reposer à un autre endroit derrière. Exactement. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait vraiment deux repères différents qui sont complètement associés, qui fonctionnent comme. Et on n'est pas sur des positions finalement statiques, on est sur des positions adaptables grâce à l'utilisation d'offset. D'accord. Combien de temps une application comme ça a mis combien de temps à être programmée? Finalement, voir avec nos équipes peut-être? Ouais, c'est ça. Nous, on a mis une après-midi entre la phase paramétrage, intégration du capteur. Une après-midi, ça a été de 14h à 16h30 à peu près. D'accord. C'est-à-dire que là, vous êtes arrivé avec les capteurs dans un carton et le temps de tout monter, tout faire. En 2h30, 3h, le système est opérationnel. Exactement. D'accord. Bon, c'est quand même assez rapide. Hein. Exactement. C'est assez fabuleux. Voilà. Merci beaucoup pour cette démonstration. Si vous avez des questions, c'est de nous les poser à travers le chat et on va répondre à vos questions. Alors, bonjour, est-il possible avec votre caméra de déplacer un objet suivant le bord de l'objet à X millimètres? Exactement. En fait, là, on s'est moins concentré sur la partie viseur, l'interfaçage des outils dans le viseur, mais finalement, une localisation, ça va passer par exemple ici par un contour, donc une détection de bord. Donc à ce moment-là, si on va avoir un décalage de l'objet, on va pouvoir avoir l'information de combien est-ce que ça a été décalé. On peut très bien être finalement apprendre un master, une image de référence et une position de référence, et dire je vais avoir un décalage de tant de millimètres, et aussi juger ce décalage. Par exemple, j'ai eu un décalage de 10 millimètres, moi ce que j'accepte c'est 5 millimètres au minimum. À ce moment-là, je peux dire cette pièce elle n'est pas bonne, on va la mettre au rebut, il y a eu un problème sur mon application. J'espère que ça répond bien à la question. Deuxième question, l'URCAP est-il compatible avec les CB3? Donc vous savez qu'au niveau de visuaire, on a effectivement la gamme CB3 qui était l'ancienne génération, la gamme e-Series et maintenant l'UR20, la New Generation qui va arriver. Donc le CB3, c'est compatible avec? À ce moment-là, l'URCAP a été développé pour la e-Series. D'accord. Mais pas d'inquiétude. Toutes les trames qui ont été réalisées avec URCAP, donc de manière simplifiée, finalement l'envoi de l'information, elle est identique. On peut totalement la faire sur un autre type de robot, une autre génération, en envoyant les trames depuis le viseur avec des échanges en Ethernet TCP. C'est là, nous, on vous accompagne. Par contre, il y a moins de flexibilité, c'est moins facile. Mais ça fonctionne, la communication fonctionne avec les CB3, mais vous ne disposerez pas de tous les avantages de l'URCAP sur la partie, effectivement, CB3. Quelle est la fourchette de prix pour la solution complète? Finalement, la partie robotique, je vous laisserai la main. Mais pour la partie vision, pour un viseur robotique, en prix tarif, on est sur une enveloppe de 3 000 €. Sur la partie robot, ça va dépendre. Si on est sur un UR3, 3 kg, 500 mm de portée, UR5, UR10, UR16, UR20, on va sur des budgets qui vont en gros de 20 000 € à 48 500 € pour l'UR20. Donc ça dépend vraiment de l'application, mais ça va dépendre du poids de la pièce, de l'atteignabilité, le reach dont on a besoin par rapport au robot, et on va choisir le modèle en fonction de ça. Je crois que l'information à retenir, c'est principalement effectivement le budget pour une solution visor, c'est l'ordre de 3 000 €. Quand on parle budget au niveau du viseur, c'est pas que la caméra, c'est la partie équerre de fixation, la partie câblage, la partie plaque de calibration. C'est vraiment la solution clé en main complète pour l'intégration sur votre robot. Est-il possible de créer plusieurs outils comme sur un PC? Exactement. Nous, dans les programmes visor, finalement, on peut mettre jusqu'à 255 outils. Donc on a le temps de se voir venir au niveau des pièces, et de la même manière, au niveau du nombre de programmes qu'on va avoir dans le viseur, qui peut être appelé par le robot, à ce moment-là, on peut aller jusqu'à 255 programmes aussi. D'accord. Donc la flexibilité à ce moment-là, on fait les changements de programme en fonction du nombre de pièces, et derrière, on arrive quand même à traiter un grand nombre d'applications et de pièces. Est-il possible de lire des caractères imprimés sur un produit, référence produit par exemple? Je crois oui, parce que vous avez un code, un viseur spécifique d'ailleurs pour ça. Même dans le viseur robotique, on intègre les outils de lecture code barre, lecture data matrix ou OCR. Donc finalement, ce qui est visible sur votre étiquette, si on prend l'exemple d'une étiquette sur un carton par exemple, on va totalement pouvoir venir la lire et renvoyer l'information, soit venir faire le jugement directement dans le viseur. J'ai une chaîne de caractères de référence, cette chaîne elle est connue, qu'est-ce que j'ai lu à ce moment-là, est-ce que je suis bon ou est-ce que je suis mauvais? Ou bien je peux même renvoyer par exemple à mon robot l'information, cette chaîne de caractères a été lue, ou bien mon automate, peu importe. J'ai lu cette chaîne de caractères, à ce moment-là, est-ce qu'elle est bonne? Et le traitement se fait dans l'automate. Soit on part d'un traitement global dans le viseur,
ou bien dans la partie robotique, D'accord. robot ou automate. C'est-à-dire qu'on renvoie la chaîne de caractères, soit on la traite en interne, soit c'est le robot ou l'élément externe qui le traite. Nous, on renvoie globalement, dans l'idée, tout ce qu'on va détecter, on peut le renvoyer. Et tout le paramétrage qu'on va faire sur l'application Visor, sur le logiciel Visor, on peut le faire aussi via la trame. D'accord. C'est vraiment flexible. J'attire juste l'attention sur le côté vision, effectivement, lorsqu'on fait de l'OCR, il faut faire attention à l'éclairage, faire attention à la qualité de l'encre qui est utilisée, des fois potentiellement ça peut venir perturber le système, il faut être très vigilant sur ça. Ce qu'on recommande dans tous les cas sur ce genre de choses, c'est de faire un POC, un Proof of Concept. Vous nous envoyez vos produits, nous on dispose des caméras Visor ici en stock pour faire tous ces essais, et la meilleure solution c'est de faire un essai en amont, je pense. C'est ça, comme ça on sait comment faire et avec quoi le faire. Alors, une autre question qui était, est-ce utilisable pour du dévraquage de pièces dans une palette mécanique de 1500 par 1000 par 900? Alors là, on n'est pas sur du dévraquage 3D. Là. Je pense que la question que vous avez posée, c'est du dévraquage 3D, puisque c'est l'histoire des bacs métalliques avec toutes les pièces de fonderie en vrac au fond habituelles. Ça, c'est pas la fonction, ou ça peut le faire? Sur du 3D, quand on est sur du 3D, à ce moment-là, on a des solutions derrière. Donc ça, c'est là où on va discuter de la faisabilité. Maintenant, si on se concentre uniquement sur le champ de vue, sur un grand champ de vue, par exemple de la taille d'une palette, à ce moment-là, deux possibilités. Soit je me dis, ma caméra, elle est en fixe, je vais la placer à une distance donnée et je vais jouer sur les focales, la partie optique de ma caméra. En partant, par exemple, sur une caméra en wide, si je place ma caméra à 1,50 m au-dessus de la zone, par exemple, ou à 1,20 m, peu importe, on regardera ça sur le logiciel par la suite. À ce moment-là, tant que j'ai mon champ de vue, je peux venir contrôler dans la scène. Maintenant, on a vu une application, on a embarqué le capteur dans la zone. Donc pourquoi pas scinder la scène en plusieurs ensembles et venir déplacer ma caméra dans les différentes zones. Donc après, tout dépend. En fonction aussi, plus on a une distance de travail importante et un champ de vue large, plus on va aussi avoir une répartition des pixels sur une distance plus importante, donc au niveau de la précision. Donc c'est là où on va discuter des avantages, des inconvénients, quel compromis on peut faire s'il y en a, et ça passe par le cahier des charges qui est communiqué. Par contre, ça ne va pas nous retourner l'orientation de la pièce RX et RZ. On va travailler sur un plan pour la prendre. Si la pièce est complètement à l'envers, le robot ne pourra pas la prendre parce que la caméra ne pourra pas lui donner l'information. Après, c'est des systèmes différents de vision 3D. C'est ça. Après, sur nos pièces dans l'industrie, finalement, on a toujours des informations. On a des pièces qui sont symétriques, mais on a toujours moyen de détromper un sens endroit et un sens envers. Sur des pièces embouties, par exemple, on n'aura pas forcément les mêmes altitudes et donc les mêmes profils. Donc derrière, on a des moyens de retrouver, de détromper et de contrôler notre pièce. Ok. J'avais zappé une question qui était l'apprentissage de l'objet se fait-il directement sur le Teach ou doit-on se connecter sur le PC et le logiciel SensoPart? L'apprentissage de l'outil dans le viseur, elle se fait sur le logiciel SensoPart. Et une fois que cela a été enregistré donc dans le boîtier, on n'a pas besoin d'un PC en déporté au cours du temps. Je débranche mon PC, ça a été sauvegardé dans la mémoire de la caméra. À ce moment-là, tout va se passer après. Effectivement, l'apprentissage de la forme de l'objet se fait en amont sur le PC. La forme ou des critères de sélection des objets va se faire dans le viseur. D'accord. Est-il possible d'établir une connexion caméra robot et caméra automate en simultané? C'est tout à fait possible. Nous, la caméra, c'est un serveur, donc derrière, après, on peut être un multi-client. Donc la récupération de l'information, par exemple, de la trame, peut se faire à plusieurs endroits différents. La seule chose, c'est qu'on va être directement sur la prise Ethernet du robot, on va rajouter un petit switch et puis on va relier un automate aussi. Exactement. Donc c'est tout à fait possible. Quelle précision peut-on obtenir avec cette solution sur un robot UR? Sur un robot UR, la précision, après, tout dépend du champ de vue, encore une fois, et du type de caméra. Maintenant, on fait souvent des applications. On va donner un ordre d'idée là sur les configurations qu'on avait. Ce que j'ai regardé au préalable, on avait une précision à 0,1 mm. D'accord. Le robot lui-même est capable d'aller à 3 centièmes. C'est ça. Donc après, c'est tout cumulé, fait qu'on arrive à un dixième. C'est ça. Très bien. Et on a moyen d'améliorer ou en fonction du besoin aussi de dégrader en prenant des solutions plus simples si on n'a pas besoin de tant de précision. Peut-on utiliser n'importe quel accessoire URCAP avec cette solution? Écoutez, dans le cas présent, on utilise un URCAP qui est associé à la pince de chez Robotique, donc là, ça fonctionne. Après, il faut vérifier toujours s'il y a une multitude d'accessoires et d'URCAP, il faut vérifier, mais une fois de plus, on dispose de tout le matériel chez HMI MBS pour réaliser les proof of concept et on pourra vous rassurer sur ce point-là. Mais là, ça fonctionne très bien et on ne s'est pas posé de questions. C'est ça, on ne s'est même pas posé la question. Non. Mais bonne question. Bonjour, on reste aussi sur le choix entre utilisation du Profinet ou des entrées-sorties numériques. Si c'est le cas, est-ce que la configuration des entrées-sorties pourra se faire sur le Teach ou sur le PC?
Donc je suppose qu'effectivement on est capable par la caméra de dire bah, j'ai trouvé la pièce, j'ai pas trouvé de pièce, j'ai des infos qui ressortent en tout pour rien. On a parlé qu'il y avait deux câbles, il y a un câble Ethernet et le câble qui fait de l'alimentation et de sortie du tout ou rien. Et en fait, est-ce qu'on est pour le paramétrage des entrées-sorties, c'est-à-dire dire je lis pas de pièce, par exemple je trouve pas de pièce, il va envoyer un défaut. Ce paramétrage se fait sur le PC ou peut se faire directement sur le Teach? Alors à ce moment-là, déjà sur l'UR, on sera en TCP et en Ethernet TCP. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir dire à la caméra bah, comment est-ce que je vais communiquer. Notre caméra, c'est une boîte à outils. Donc je vais dire, bah, je vais communiquer en Ethernet TCP, ça va être cocher une case. Derrière, je vais dire, bah, finalement, j'ai mis 15 outils dans mon programme. Est-ce que je veux juste renvoyer l'état du booléen, bon ou mauvais, ou bien envoyer la coordonnée, par exemple, sur l'outil 5? À ce moment-là, je vais définir ma trame. La trame envoyée au robot avec mon séparateur, mon caractère de début de chaîne, de fin de chaîne. Et derrière, ça va être finalement ma table de transfert. Connaissant ce que je vais envoyer, derrière, on va le décompiler au niveau du robot avec les outils prédéfinis. D'accord. Donc le paramétrage se fait sur le PC. Pour répondre à la question concrètement, c'est pas sur le Teach directement. C'est ça. Une fois que cela est fait, après, on ferme le PC, on a enregistré préalablement, on ferme le PC et puis après, on s'occupe que du Teach. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles on pourrait répondre? Est-ce que tout est clair pour tout le monde? Bonjour, le système est-il sensible aux variations de luminosité ambiante? C'est toute la question de la vision industrielle. Tout dépend de la distance. En principe, on a la possibilité sur les caméras de piloter aussi des éclairages externes, que ce soit un éclairage annulaire ou mettre un backlight, un rétroéclairage pour travailler en ombre chinoise. Ça va dépendre finalement de l'environnement et de la distance de travail. Si je me place à 1 mètre, je vais être plus sensible aux éclairages environnants que si je vais me placer à 200 mm. Donc à ce moment-là, ça va être la sélection de ce que j'ai besoin et ça passera par du coup une étude de faisabilité. C'est vraiment propre à chaque application. Je peux vous expliquer une petite histoire. On a eu le cas chez un de nos clients où l'application tombait en panne tous les après-midi à une période donnée entre 15 et 16 heures. Et en fait, simplement, il y avait une fenêtre et les rayons du soleil balayaient la cellule robotique entre 15 et 16 heures et à ce moment-là, ça venait parasiter la lecture. Et on a cherché un certain temps avant de trouver. Maintenant, on a l'expérience, donc on sait qu'on fera attention à ce genre de choses. Mais ça dépend vraiment de l'environnement et de l'intensité même de la lumière de l'environnement. C'est-à-dire que ce problème n'était pas apparu. On avait fonctionné pendant 6 mois en période d'hiver sans problème. Et dès que le printemps est arrivé et l'été est arrivé, l'intensité lumineuse supérieure et ça venait, les pièces brillaient et ça venait parasiter la lecture. Exactement. Le but, c'est que l'application finalement vision et aussi robotique soit robuste. On entend beaucoup, nous, finalement, dans nos métiers. Mais finalement, ça passera par une bonne étude et une gestion notamment des temps d'exposition et du moyen d'éclairer. Autre question, la partie peut-on détecter plusieurs pièces avec un seul trigger pour boucler dans l'évacuation d'un convoyeur sans reprendre les clichés entre chaque pièce? Donc on imagine plein de pièces qui arrivent sur un convoyeur, donc ça c'est souvent des sorties de presse injectées, on vient poser les pièces sur le convoyeur avance, la caméra flash, identifie toutes les positions, et après le robot, on n'a plus besoin de flasher. Est-ce que c'est possible ça? Tout à fait. Et on va mémoriser toutes les positions. On va envoyer toutes les positions au niveau de la trame. Soit ça passe par l'utilisation d'un seul outil qui va renvoyer les coordonnées de l'ensemble des produits qui sont dans la scène, soit ça va passer par une utilisation de plusieurs outils. Ça, c'est à la convenance de l'utilisateur. On fait du multi-repositionnement aussi pour du picking. Par exemple, on prend une application avec des vis qu'on va venir récupérer, c'est des vis en touche à touche. En touche-touche, à ce moment-là, on va peut-être pas pouvoir venir avec notre pince pour les récupérer. Donc on peut tout à fait faire un multi-repositionnement, détecter l'ensemble des produits dans la scène et venir mettre une surcouche au niveau d'un outil. Est-ce que j'ai quelque chose dans la scène, autour, sur mes points de prise de la pièce? Donc ça, après, au cas par cas, c'est tout à fait possible. En fait, votre outil il est vraiment intéressant parce qu'on peut l'exploiter de façon très simple, au même titre que les robots Universal Robots. On est même dans les principes, on fait des applications basiques et simples, mais on est capable de monter en complexité, naturellement avec des compétences particulières et un peu plus de besoin de formation, et on est capable d'aller sur des choses très pointues derrière aussi. Au même titre que les UR, on est vraiment là-dessus. La notion de la boîte à outils, qu'elle se soit au niveau du robot qu'au niveau de la caméra, c'est vraiment la notion clé. Si on arrive à avoir une belle image, à ce moment-là, on saura détecter et renvoyer l'information qui est nécessaire. Très bien. D'autres questions? À première vue, on arrive au bout des questions. Écoutez, je vous remercie. Ah, non, bah non. Merci d'avoir assisté au webinaire, tout à fait. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, que ce soit aussi bien SensoPart que HMI MBS si vous avez des questions complémentaires. On se fera un plaisir de vous renseigner. Si vous avez des essais à faire, des POC, n'hésitez pas non plus à nous solliciter. On dispose de tout le matériel au sein de notre établissement HMI MBS pour réaliser des essais pour vous. De la même façon, des besoins de formation, de support, on a des ingénieurs qui sont là pour vous aider aussi. N'hésitez pas. Encore merci d'avoir assisté à ce webinaire. Et je vous dis rendez-vous, je crois, le mois prochain, on en a un autre. Et n'hésitez pas à venir aussi.
Merci, bonne fin de journée à tous. Au Bonne revoir. journée. Au revoir. Merci beaucoup.